mon Algérie à moi, nouveau témoignage, nouvelle belle rencontre à distance. Celui qui se définit comme un poète juif kabyle Oui, absolument. va nous apporter son En tout cas, témoignage. c'est ainsi qu'on me présente et surtout c'est ainsi que je me présente. Dans les manifestations où l'on m'invite et où j'ai d'ailleurs représenté le dernier festival auquel j'ai participé, l'organisateur m'a demandé de représenter l'Algérie. En mon cœur intérieur, c'était plutôt la Kabylie. Quand on parle de mon Algérie à moi, qu'est-ce que ça évoque pour vous? L'Algérie, ce sont des images, c'est surtout les senteurs, c'est surtout les fruits qui sentent bon. Voilà, mon enfance a rassemblé des émotions. Et en Mm. fait, c'est ce qui reste, ce sont les émotions, les paysages, les émotions, et surtout les gens. Voilà, les gens sont accueillants, les gens sont vraiment merveilleux. J'y suis retourné à plusieurs reprises, notamment en 2010, 2011, après avoir été dans un tunnel qui, voilà, c'est un tunnel d'oubli. Et lorsque j'ai retrouvé l'Algérie et surtout la Kabylie, j'ai retrouvé toutes ces émotions que j'avais laissées et qui étaient telles quelles. Je suis fier d'être né dans ce pays et surtout en Kabylie où j'ai le sentiment qu'il y avait à ma naissance une configuration des planètes si bien agencée Mm. que je suis venu artiste grâce au pays d'où je viens, grâce à la terre où je suis né. Parce que mon village, on l'appelait d'ailleurs le village des artistes. Il y avait aussi tout près, à Ouclou exactement, Tarajaoud qui vivait là, que je n'ai pas connu, hélas. On pense forcément à Fenag aussi quand on parle. Moi, Ah quand oui, j'évoque Asfoun, c'est ah oui, effectivement. absolument, que j'ai rencontré d'ailleurs dernièrement et Oui. qui a été le parrain de mon dernier festival que j'ai mené On à- l'embrasse fort, on l'embrasse oui, très très fort, Mohamed. oui. Oui, oui. Vous naissez dans cette Kabylie maritime. L'histoire de la famille, comment se fait-il que Ah vous oui, naissiez? la famille c'est une histoire, hein. C'est une histoire dans l'histoire. En fait, ma mère vivait à Orléansville, c'est-à-dire Schleff, El Schlef Aslam, El aujourd'hui. Aslam, oui, Voilà, El oui. Aslam, Schlef. À chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, on change de nom pour conjurer le Oui, mauvais sort. oui, Mais bon, oui. et c'est une terre quand même où j'ai vécu les séismes, mais pas celui de 54. Ma mère s'appelait Ben Saïd. Elle est née dans une famille juive arabe depuis des générations et des générations. Donc, elle vivait à la mode arabe et c'est pas péjoratif, loin de là. Au contraire, j'en suis fier. Mon père, lui, venait d'Europe centrale, de Pologne, Biélorussie, Ukraine notamment. Ma grand-mère est née à Kiev d'ailleurs, en D'accord. Ukraine. Et donc, ils ont fui les pogroms dans les années chaudes, où d'ailleurs c'était les pogroms contre les juifs, mais ça a toujours existé de par le monde. Mm. Et donc, en 1800, vers les années 1900 environ, donc ils ont fui la Pologne. Il y avait une communauté de juifs qui résidait à Asfoun. Mon grand-père a eu vent qu'on recherchait un rabbin. Il est arrivé et en fait, bien lui en a pris parce qu'il y a eu la paix qu'il n'avait pas connue en Ukraine. Et c'est là que mon père a rencontré ma mère. Ma mère est venue s'installer à Port-Guédon et c'est là que tous les enfants, nous étions 5, nous sommes tous nés à Port-Guédon. Et il reste quoi de cette histoire algérienne? Vous avez quitté l'Algérie, vous aviez J'avais 15 15. ans. Mm. J'avais 15 ans, donc au moment de l'indépendance, en 1962. Et donc, c'était en septembre et l'indépendance a eu lieu le 5 juillet. Donc, j'ai vu les explosions de joie. J'ai vu aussi des choses qui sont pas très belles à regarder, les harkis qu'on a quand même euh, pour la plupart assassinés, parce que c'était des collabos selon le pouvoir algérien. Mais ça, c'est la faute aussi à la politique, c'est la faute au général de Gaulle qui les a laissés. Il en a eu besoin à un moment donné pour faire sa guerre. Et Mm. puis il les a laissés mourir voilà, dans des conditions terrifiantes. Oui. Certains ont réchappé,
Ceux qui sont partis avec les Français, d'autres sont restés. Et après, je n'ai pas su le fin mot de l'histoire. Et la guerre d'Algérie n'a pas vraiment cessé non plus, parce que la passion reste encore exacerbée. Et on le ressent aujourd'hui encore dans les relations politiques entre l'Algérie et la France. Et parce qu'en fait, Complexe. c'est pas parce qu'on décrète la fin d'une guerre qu'elle cesse sur le coup. Il y a tout ce qui s'est passé, il y a toutes les passions qui restent. Vous avez conscience au moment du démarrage des événements que les choses ne seront plus jamais les mêmes? Est-ce que votre quotidien en a été impacté? Le premier souvenir que j'ai, je suis sur une barrière de jet d'eau qui domine la mer. J'ai 7 ans et d'un seul coup, j'entends une grande explosion. Vous le lirez dans mon ouvrage. Et à ce moment-là, tout le monde a peur, tout le monde a une solennité dans la retenue parce qu'il se passe quelque chose. Et alors, par rapport à l'émotion qui transparaît autour de moi, je ressens quelque chose de grave. Certains demandent, mais c'est quoi, c'est quoi? Une voix répond, c'est la guerre. Voilà. Et cette phrase est énorme, quoi, pour un enfant qui a 7 ans. Voilà, au moment de la guerre, du démarrage de la guerre. La guerre, c'est peut-être a commencé peut-être ailleurs, dans d'autres villages, etc. et tout, Palestro notamment, etc. Oui, oui. Mais moi, le souvenir que j'ai, c'est la guerre. Et d'un seul coup, voir les visages si graves, l'émotion qui transparaît, l'air qui se fige littéralement, une glaciation des sentiments. Le standard d'avant était dans la bienveillance des relations que l'on connaît là-bas. Et d'un seul coup, voilà, c'est marquant. Et c'est le premier sentiment que j'ai et qui reste encore très mémorisé dans mon esprit. Et je ressens que quelque chose de grave se passe. Et après, je joue comme tous les enfants. Pendant la guerre, les enfants jouent, comme au Liban, on le voit, comme dans les théâtres de guerre, parce que les enfants ont besoin de jouer. Donc, mais ce qui est frappant, alors je vois pas beaucoup les choses qui sont dures à regarder, à part un félaga, comme on disait à l'époque, qu'on a explosé avec une grenade et qui est explosé sur la place du village. Et je le revois encore tout violacé, tout démantibulé. Enfin bon, comme quand voilà, on voit la scène. Mais c'est pas ça le plus frappant. Mais c'est surtout les mots qui sont dits, les paroles qui circulent. On parle les militaires racontent euh, comment, comment leurs amis sont morts et comment ils ont été achevés avec moult détails. C'est ça. Alors, ça, c'est terrifiant. Et moi qui, d'instinct, aime les mots, les recueille, les fait pénétrer en ma mémoire, ça a toujours duré d'ailleurs, hein, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, tous ces mots restent là et créent en moi un. Alors, j'ai un déphasage entre la réalité que je vois et qui n'est pas en danger. Je ne me sens pas en danger, moi personnellement, mais les mots me mettent dans une situation. C'est comme si je regarde les choses à deux volets. Les mots font un travail et moi, mon regard se porte vers ce qui se voit et qui me paraît sans danger. Et ces mots-là, à un moment donné, je les ai rassemblés. Évidemment, à l'âge d'adolescence, à 15 ans, ces mots ont pénétré dans les images que j'avais conservées. Est-ce que très vite, votre famille a décidé qu'il fallait quitter l'Algérie? En fait, on ne voulait pas quitter l'Algérie. On aurait presque accepté l'indépendance tout en vivant en Algérie. Mais il y a eu une telle fuite en avant de tous nos amis européens, parce qu'il y avait des Italiens, il y avait des Espagnols. C'était une terre d'asile, Port-Guédon était une terre d'asile. On accueillait tous les gens qui fuyaient
les dictateurs. Je ne le connaissais pas, le racisme. Je l'ai appris en France, le racisme, l'hostilité. Mais dès lors on est sur le bateau et qu'on arrive à Port-Vendre, on ressent l'hostilité des Français qui, vous savez, comme dans les camps de concentration, quand les Juifs arrivaient, on les Les mettait parias. là, les femmes là. Et nous, on avait, comme on est venu, on pensait qu'on allait rester toute notre vie dans le village. Et mon père était naïf comme tout, il n'avait pas préfiguré parce qu'il ne voulait pas le comprendre. C'était en dehors de toute imagination même. Et donc, on est arrivé sans le sou, en laissant tout sur place. On avait quelques valises qu'on nous a volées d'ailleurs sur le voyage. Bon, et puis, et on est arrivé. Donc, on nous a mis dans des centres d'hébergement. Vous n'étiez pas attendu? Non, non, pas du tout. On était même pire que ça. On a vécu dans un centre d'hébergement où il y avait 50, 100 personnes qui dormaient dans un dortoir. Et du coup, du jour au lendemain, en laissant cette Algérie que nous aimions et en nous retrouvant en 24 heures dans un centre d'hébergement, comme tous les exilés qui viennent de par le monde pour essayer de trouver une paix ailleurs, en France notamment. Alors ma mère est devenue folle complètement. Mon père est devenu fou, mais tout à fait, jusqu'à fréquenter les hôpitaux psychiatriques. Donc, mes parents ont scratché leur vie, quoi. Ça a été fini. Et nous, comme on était jeunes, moi j'étais le plus vieux à 15 ans, et après ça se succédait jusqu'à 3 ans, on n'a pas eu le même l'impact, parce qu'un adolescent, ça veut évoluer, ça veut parcourir le monde, donc, mais voilà, j'avais quand même l'âge de comprendre cette situation que mes frères et sœurs n'avaient pas compris. Et d'ailleurs, je peux pas en parler avec eux parce qu'ils n'ont pas cette estimation de la situation que moi j'avais. Alors, c'est pour ça que écrire sur le prédateur, un livre très dur qui raconte cette histoire de fuite en avant vers la France, j'avais eu besoin d'écrire pour témoigner. Voilà, pour qu'ils comprennent, pour voir un peu comment on était parti d'Algérie, mais leur sentiment n'est pas le même. Je suis fier maintenant de porter ma poésie à travers le monde, à travers des festivals, en ayant des textes qui sont vraiment, vraiment en hommage à la Kabylie. Parce que moi, c'est un cadeau pour moi d'être né là-bas. Et je fais fi de toutes ces situations politiques qui, finalement, détériorent une situation qui devrait être une situation formidable de paix, d'amour. Voilà, l'amour est le maître mot de tout parcours poétique. On l'entend. Et on pourrait dire, sans tomber dans les clichés un peu faciles, que c'est l'écriture qui vous a sauvé, Yvan? Complètement, complètement. Parce que en écrivant ce témoignage, sur le prédateur notamment, je suis remonté à une situation extrêmement dure, la plus dure qui soit. C'est pire que la guerre, c'est pire que tout. C'est un assassinat de mon vivant, de tout ce qui était, comment le dire? Vous voyez, j'hésite à le dire parce que c'est très difficile. Et de mon innocence. Et donc, j'ai subi une agression sexuelle par un cousin à 12 ans à Orléansville, où j'étais allé pour suivre des études plus émérites que celles que j'aurais pu suivre à Pourguédon. Et donc, je m'en suis plus souvenu pendant 50 ans. Et tout est remonté à un moment donné. Ouais. Une agression souvent réveille des choses qu'on n'a pas oubliées, mais une amnésie. À partir de là, j'ai remonté le long du parcours qui fut le mien, et la poésie m'a sauvé. La poésie m'a sauvé voilà. Mais à un moment donné, je suis
il y en a qui se droguent pour oublier. Moi, je suis tombé dans l'illusion et j'ai rêvé que je serais poète. J'ai rêvé que je pourrais vivre de ce métier, qui n'est pas un vrai métier selon ce qu'on dit. Mais pour moi, Oui, vivre passionnément, c'est comme un être de foi, quoi. Quand il entre en foi, que ce soit un musulman, un imam, que ce soit un prêtre. Moi, c'était sur cette base-là que j'entendais être. Et c'est ce qui me rendait vivant, en fait. Et donc, je suis. Parce que c'est l'utopie, c'est l'illusion, c'est un monde parallèle, c'est un mm, monde où on voit pas trop la réalité. Mais moi, j'ouvrais les champs de la réalité dans cette espèce d'illusion. Et en fait, au fur et à mesure, l'illusion m'a accueilli, enfin, j'ai pu faire mon trou dans l'illusion. Et j'ai pu devenir ce que mon illusion m'avait indiqué que je pourrais devenir. Voilà, tout simplement. Et pendant 40 ans, 50 ans, il y a eu une lente progression. J'étais pas très. Enfin bon, je suis un peu autodidacte. J'ai fait quelques études jusqu'au bac, mais c'est rien aujourd'hui. c'est pas mal. Mais j'ai construit mon œuvre personnelle à travers ce vœu personnel que j'avais et qui est devenu une réalité. Et ce qui fait que maintenant, je suis, là, j'ai guéri de toutes mes souffrances, voilà, et je suis maintenant heureux et je pense que je dois tout à la Kabylie, voilà. C'est elle qui m'a constitué. Elle m'a rempli d'émotions, comme on disait tout à l'heure. Elle m'a chargé de senteurs qui ont agrémenté ma vie tout au long de mon parcours extrêmement difficile. Alors ces senteurs revenaient, on les imagine et elles sont là. Vous voyez, par exemple, si je vous parle, je vous parle à mot découvert. Si je vous Oui, parle par exemple une orange, allez, je vous parle d'une orange de Kabylie. Vous la prenez directement sur l'arbre, vous la sentez, elle vous procure un sentiment d'appartenance à la nature. mm. Et d'un seul coup, mais là, actuellement, je sens que vous la sentez, cette orange. Ah, ben je vous confirme. Vous Je vous voyez, et c'est pas confirme. n'importe laquelle, parce que c'est une orange de Kabylie. Vous voyez Mm. ce que je veux dire? Et là, toutes ces senteurs me revenaient dans des moments difficiles. Et elles m'ont permis de soulager de mes souffrances et elles ont accompagné mon parcours. C'est pour ça que je dois à la Kabylie ce qu'elle m'a apporté. Mm. Vous êtes resté plusieurs décennies avant de retourner en Algérie. Oui, ça a été toutes les nuits, j'avais ce rêve euh, terrible où je retournais. Et vous savez pas quoi? C'est que dans mes rêves, je retournais en Algérie, dans mon village, et je visitais des lieux que je n'avais jamais vus de mon œil vu. Vous voyez, de visu, je ne les avais jamais vus. Mm. Et je les ai, je les ai rêvés. Et parce que en Kabylie, quand on s'éloignait du village, c'était la guerre, on ne pouvait pas trop. Mm. Il fallait faire attention, il fallait faire ce chemin qui allait à l'école et qui revenait. Enfin bon, on était un peu dans une prison ouverte, certes, mais voilà, un enfant voit tout en grand. Quand il est petit, il voit tout en grand. D'ailleurs, quand je suis revenu en réalité, mais tout me paraissait petit, petit. Ça tenait dans une poche de mon pantalon, vous voyez, façon de parler. Ce Ça qui me fait rappelle, ça m'évoque tellement de choses en vous écouter. Ouais. et donc, et là, je voyais des choses. Et quand je suis revenu 50 ans après, grâce à un ami qui s'appelle Areski Belgaïd, un ami que j'ai lâchement quitté sans lui dire que je partais. Vous vous rendez compte, on avait le même âge, on jouait ensemble, c'était mon ami d'enfance, mon ami préféré dans les périodes difficiles de la guerre. Ma mère lui donnait le sein parce il y avait des privations de lait. Donc c'est mon demi-frère d'une certaine manière. Le frère de lait. Et du coup, on s'est retrouvés là-bas. Avec Facebook, ce moyen horrible et en même temps bienfaiteur Ouais, pour oui. réunir les gens, C'est comme ça que je vous ai contacté.
On s'est reconnecté. Il me dit, mais viens, viens. J'étais encore dans mon problème personnel. J'avais pas encore écrit mon livre tout à fait, etc. Et tout. Et du coup, euh, j'ai entendu, c'est le poète qui parle, mais le poète qui dit aussi des choses vraies. C'est comme si la mère me disait, mais il fallait venir avant. Nous, on le connaît, on sait ce que tu. Il ne faut pas te culpabiliser de ce que tu as vécu. Tu portes cette culpabilité, mais c'est pas toi le coupable, c'est l'autre. Il fallait venir avant. Et nous, on t'aurait expliqué. La mère me parle, les oursins me parlent, les roches qui sont à mi-tomber sur la mer. Mais d'ailleurs, Asfoun est connu pour cette pêche aux oursins. Oui. On m'en parle, mais il y a des étrangers qui ont fait que le service militaire simplement. Mais je rencontre partout des gens qui ont connu Asfoun, vous savez pas quoi. Dernièrement, j'ai été à Paris, j'ai pris le train et on m'a parlé d'Asfoun, de l'Algérie. Je rencontre dans le train des gens dont les parents, le papa a fait le service militaire en Algérie et il a tout oublié, il est devenu amnésique. Ce sont des maladies dégénératives. Et il n'y a qu'une chose qu'il n'a pas oubliée, c'est l'Algérie. Il ne savait pas quoi aussi. Ma mère qui était dans les derniers jours de sa vie, en chien palliatif, à chaque fois pour la prolonger, je lui parlais d'Algérie, des amis, de la boulangerie où j'ai fait ma bar mitzvah, de Ali, de Messaoud, et là, elle reprenait vie. Et jusqu'à ce que le docteur me parle un mot secret en me disant, vous savez, c'est pas bon qu'elle dure plus longtemps. Il faut pas lui parler d'Algérie parce que ça la La laisser partir. Ouais. Et moi, je voulais lui parler d'Algérie pour la prolonger. Et elle était déjà physiquement, elle avait plus ses moyens de motricité, etc. Et tout, mais lui parler d'Algérie, comme quoi, bien sûr, les gens qui sont âgés comme moi, on en parle, bien entendu, mais les enfants de ces gens-là, qui ont connu l'Algérie, parce que la mémoire ne s'est pas transmise normalement. Et ces enfants-là viennent me dire, raconte-moi l'Algérie, parce que mon père ne veut pas m'en raconte-moi. Et ils achètent mon livre pour suivre le parcours que j'ai entrepris, malgré moi, entre l'Algérie et la France. Vous appréhendiez ce retour en Algérie? Lorsque je suis retourné la première fois, non, parce que j'appréhendais pas, parce que c'était le rêve de ma vie d'y retourner, le rêve de toute une vie. Et voir mon ami d'enfance, c'est comme si on s'était quitté la veille. C'est ça qui est formidable. Il a 73, il avait 70 ans à l'époque, j'étais pas très loin de son âge. Et du coup, il m'a reçu chez lui. J'ai dit, mais en France, c'est pas comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai quitté? Mon Dieu, qu'est-ce que je regrette? Les gens étaient avenants, les gens étaient. Je voulais leur payer des cafés. Il me dit, mais non, c'est nous qui t'invitons, tu ne payes rien. Alors que j'ai plus les moyens, parce que bon, et c'était le partage. Non, non, ici, tu es un invité, tu ne payes rien. Et de là, à partir de là, a commencé l'idée que je fasse un festival de poésie là-bas en 2010. Et c'était impressionnant. J'avais les moyens de pouvoir le faire, mais de toute façon, les poètes venaient gratuitement. Il y avait de tous les pays du monde, une dizaine de poètes de tous les pays, de tous les continents, des Corses, des Sud-Américains, etc. Et tout. Et on a fait une scène magnifique avec tous les poètes habiles. Tous les poètes kabyles. Donc, les poètes kabyles sont très accueillants. Ils sont tout appris, la sauce a prise. Et du coup, moi, j'ai organisé tout ça, etc. Et tout. C'était magnifique, magnifique. Les journaux, on parlait de cela. Je devenais prophète en mon pays. C'est ça. Vous voyez, c'était impressionnant, les médias, les journalistes, mais en fait, je les ai pris par surprise, parce que, bien sûr, je ne contrôlais pas ce que les Kabyles disaient en poème. C'était la verve kabyle, l'oralité, comme j'aime, etc. Et tout. Bon, ça s'est bien passé, etc. Et tout. Et puis, j'ai voulu en faire un deuxième. Et là, le deuxième,
ça a été plus difficile parce que le gouvernement, parce que La crainte, effectivement, la la crainte des mouvance, autorités voilà, des voilà, revendications autonomistes. voilà, donc voilà. Et j'ai été bravache sur le coup. J'ai voulu le faire quand même. Bien m'en a pris parce que j'avais pas les autorisations gouvernementales. Bon, mais un sponsor est tombé du ciel et nous a offert de quoi réaliser tout ce festival, mais voilà, en payant même des cachets à tous ceux qui participaient. Donc c'était une aubaine. Et puis, comme le troisième, ça a été complètement impossible et il y a eu voilà, euh, des empêchements, on va dire, hein, politiques. Bon, je rentre pas dans le détail, mais parce que je garde en moi la jouvence de la Kabylie, la Oui. poésie. Je me mélange pas avec tout ça. C'est pas mon truc. Et le troisième, j'ai voulu poursuivre, donc j'ai fait ce festival, mais à la maison berbère de Paris. Voilà, à la maison des cultures berbères. Et j'ai réuni tout, et alors en même temps, il y a eu tous les Européens et tout ça et tout. C'est là que j'ai eu beaucoup de. Ça a été formidable, voilà, formidable de l'organiser à Paris. Et comme ça, c'était ouvert à tous, quoi. Et donc, les radios sont venues exprès. J'ai fait aussi une inauguration au Centre culturel algérien qui m'a accueilli. Enfin, voilà. Enfin, en fait, toute ma vie, j'ai ouvert des portes. Certaines se sont refermées, pas celles que j'aurais imaginées. Oui. Et puis, j'ai ouvert d'autres portes et je continue sur cette lancée d'ouvrir d'autres portes car je vais de l'avant et ça me donne, parce que là, ça, c'est bon, la passion, c'est de ce que l'on fait, de ce que Oui. on est dans un projet humain, on a une passion et on ne voit pas les difficultés. Donc, Et, on en avance. et, Ça peut et être un livre, ça peut être un festival, ça peut. Là, j'ai l'idée, par exemple, là, je vous dis, c'est la première fois que je le dis à quelqu'un. Je, on ne le je, répétera pas. je voudrais faire un genre de rencontre à travers tous les Kabyles de la diaspora qui ont écrit un livre ou qui ont chanté, etc. Et tout, les réunir à Paris. Voilà, donc c'est arrivé, c'est en bonne voie de processus dans mon esprit. Après, en rêvant, en étant sincère, en rêvant profondément que ça peut se réaliser, eh bien, je tisse les toiles des possibilités dans l'absolu, dans mon rêve, et puis je fais descendre le rêve au niveau de la réalité, et ça se produit. Vous avez la possibilité de retourner vivre en Algérie. Oui, on me Vous y prête une pensez? C'est la maison, et puis, question. ah oui. Oui. Alors, j'ai voulu avoir le passeport algérien Compliqué. et c'est compliqué. Et donc, j'ai des amis qui travaillaient à l'époque dans les ambassades, qui étaient conseillers du ministre de l'Éducation notamment, voilà, parce qu'on est tous soudés à Port-Guédon, puis on se retrouve. Quand on vieillit, on a envie de Ah, retrouver. ouais, une C'est pas véritable mafia, les gens de Port-Guédon, je vous voilà, confirme. c'est ça, c'est gentil de ce mot, mais c'est réel. Et donc, tout le monde a essayé. Et puis, j'ai vu que les efforts étaient vains, qu'on n'en parlait plus. J'ai cessé de croire que cela serait possible. Je rencontrais dernièrement à Antibes le fondateur du RCD. On a échangé nos livres. Et je lui disais ce dommage que l'on me cause de ne pas avoir cette nationalité, cette double nationalité, et qui porterait vraiment mes rêves dans la réalité totale. Et il me dit, mais Yvan, je vous parle sans embâche, hein, je veux Oui, dire les choses. Il dit, mais Yvan, bien sûr, votre père est est né en Kabylie, votre mère, depuis des générations, est née en Algérie. On peut retrouver, c'est dans les actes de naissance, etc. Mais vous êtes juif et c'est pas et il faut. Je tiens à vous dire ce langage de vérité. Alors je dis c'est dommage quand on mélange les religions avec parce que moi je serais né musulman, ça ne m'aurait pas dérangé. Vous comprenez? Un enfant né au monde
et on lui dit bah, tu seras juif, tu seras musulman, tu seras chrétien. Quelle importance, vous voyez, Quand parce que ça décide de après, votre destin. après ça dérive dans des communautarismes qui se détestent, Mm, parfois qui s'aiment tellement qu'ils se détestent mm, en même temps, et pour cela d'ailleurs, vous voyez. mm. Mais on est tous des fruits humains d'un monde, d'un monde qui nous a été légué, d'une vie qui nous a été léguée. On est tous des frères. Et je parle comme un, Un comme un imam, comme un universaliste, oui, prophète. oui, oui, oui. Et puis parce que de toute façon, votre esprit, la bienveillance transcende, dépasse les frontières. Yvan, s'il fallait, alors on a bien compris que votre ville de cœur, c'est Port-Guédon, Asfoun, euh, l'orange, les fameuses oranges Thompson, hein, auxquelles, en plus, on arrive sur les périodes des oranges, donc voilà. Quand j'irai en chercher en cabinet, je penserai à Ah vous, oui, mais et la pastèque, alors là, ah oui, oh là là, si vous saviez, comme la pastèque de là-bas, hein. oui, 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 je Bon, sais. ici, parfois, elles n'ont même pas de goût, elles viennent de Chine ou d'ailleurs, et c'est devenu terrifiant, quoi, Hum, ce hum, commerce. hum. Bref, Et mais les figues. Alors, on n'est pas du tout en train de faire une émission culinaire, c'est juste qu'effectivement, c'est nos madeleines, effectivement, mais elle est belle, notre conversation, ah, vraiment. elle est magnifique. On a forcément une pensée pour vos ancêtres, vos aïeux Oui, qui reposent en Algérie. oui, et qui malheureusement, dont les cimetières ont été détériorés. C'est la faute à personne, c'est la faute à qui, je ne sais pas. Et mon ami Areski me dit surtout, excuse-moi, mais je peux pas te faire Hum, aller hum. dans le cimetière qui maintenant est englouti, qui est désarticulé, etc. et tout. Mais de Ils toute sont dans façon, votre cœur. voilà, mais il repose dans mon cœur. Et puis voilà, quoi. Mais vous savez, euh, nous, je fais une petite aparté que j'aurais dû faire bien Oui. avant. Notre famille a beaucoup aidé le FLN quand il a commencé dans les rebelles des montagnes, on l'appelait les Félagas, etc. Et tout, Hum, ils hum, venaient se hum. servir dans le magasin de mes parents qui l'ouvrait la nuit pour pouvoir faire en sorte que... Et donc, à un moment donné, mon père a fait de la prison parce qu'on a retrouvé dans les poches d'un Félaga la liste de tous les donateurs pour le FLN. Donc, Et son organisme. on est partie prenante parce que moi, dès l'enfance, je voyais bien le visage des colons, des militaires, etc. Et tout. Je voyais bien que les indigènes souffraient et j'avais au ventre. J'avais cette conscience, moi, qu'un pays ne doit pas rester sous le joug d'un autre pays. Ça n'est pas normal. Il y avait cette façon autoritaire, cette façon de regarder les indigènes, les plus misérables d'en bas, etc. Et tout. Mais j'ai retrouvé ce regard chez les Français de France En 62. quand nous sommes arrivés au port de Port-Vendre, et ça, j'oublierai jamais. J'ai une petite amertume contre cette France. Et en fait, ce sont les mots qui m'ont sauvé, parce que les mots m'ont permis de répondre de plus en plus du tac au tac aux gens qui voulaient m'asservir. Vous comprenez? Mm, Donc, mm. le langage, la poésie, etc., m'a permis d'évoluer et j'avais déjà pris les bases en Kabylie où j'avais un professeur qui était extraordinaire, hein, qui était très, très, très dur, hein, quand on répondait mal, il nous frappait sous les Mm. doigts. Et j'ai encore les doigts en sang de façon, voilà, rentrer, bien sûr, tout ça et tout. Mais en même temps, cette, euh, cette autorité qui s'est perdue d'ailleurs, hein, aujourd'hui, cette Mm. autorité a aussi a été aussi à la base de mon évolution. Et quand on se retrouve avec mes amis d'enfance où on a eu le même professeur, on est tous en train de se souvenir Vous voilà, vous souvenez de son nom? oui, c'est Antala. Il s'appelait Oui. Antala, il est mort depuis.
et forcément Antala, et dont le fils est un des plus grands médecins chirurgiens de l'hôpital d'Alger, justement. D'accord. Voilà, Ok. il vit encore et on n'a pas de relation, disons, Hmm. plus poussée, mais Ouais. C'était pas Attila, c'était bien Antala que vous avez dit. Hein, parce que... Antala, oui. non, Oui, non, oui. mais je pense que fondamentalement, quand on sait d'où on vient, on a les bases, les structures pour avancer. C'est le parcours que vous venez de nous décrire. On rappellera effectivement, si vous voulez bien, toute votre poésie, deux livres que vous avez commis, deux romans, effectivement, Les Oui, Prédateurs. Et le- j'ai toujours du mal avec le désir. J'ai- il y a oui, le génial. prédateur. Oui, Et il y a aussi donc les temporalités. oui, À propos, je pense en fin de notre conversation, peut-être, il y a Tassadit Yassine, qui est une anthropologue berbère de renom, qui mm, fait autorité, en tout cas dans le monde oui. de la culture, qui a préfacé Ah, mon génial. ouvrage. J'ai Et, hâte de le lire. oh là Ouais. là, et en fait, c'est une écriture autre. Enfin, c'est difficile à, à entrer dans cette œuvre que vous allez découvrir, bien entendu, comme les gens qui peut-être nous écouteront, nous verront, nous On écouteront va les et encourager. Mm. auront besoin, auront envie plutôt de lire ces ouvrages. Et donc, je ne vais pas dévoiler finalement le contenu, mais je brûle de le faire, bien entendu. Vous savez, Je vous en et, empêcherai, mais et, allez lire, effectivement. Ouais, ces livres sont exactement. disponibles. Et, euh, en- et donc, voilà, je reprends juste, Je vous en prie. voilà, Yvan est poète, il a perdu la langue, mais il a conservé les mélodies. Il a perdu l'Algérie et la Kabylie, mais il les a enserrées pour l'éternité au fond de son cœur et au creux de sa mémoire. Il écrit des livres, il les remplit à craquer d'histoires, de légendes, de héros, car il veut remplir un vide, celle de la perte. Il trace et retrace les repères dans l'espoir de retrouver le chemin du retour. Il clame son identité kabyle, il veut qu'on l'entende, qu'on le reconnaisse. Il est le frère de Djaou, de Mamri, de Pharaon, de Pelgri, de Chancenac et tous ceux et celles qui, comme lui, aiment cette terre amoureusement, sensuellement, qui sont morts pour elle. Sans elle, la vie n'a pas de saveur, incompris des hommes d'ici-bas. Yvan finit par s'adresser aux esprits de l'au-delà. Peut-être comprendront-ils sa quête, son histoire, celle d'un homme sincère qui recherche sa terre, celle du juste qui fera fleurir l'arbre de vérité. Voilà, c'est... Magnifique, magnifique préface. Pour vous faire sourire, j'allais vous répondre. Je vous ai compris, mais je crois qu'il y a quelqu'un Ah déjà qui l'avait utilisé avant non, moi, celui-ci, je ne veux pas dans, en entendre parler. dans un contexte légèrement Voilà, différent. c'est à Donc, cause de lui qu'on a perdu l'Algérie. Mais ouais, je dirais, Zarma, il voulait sauver la France, il voulait être sauveur de la France, mais il nous a emmenés dans sa galère et tout. Il a fait fi de tout notre esprit hum, hum, de hum. bonheur de rester là-bas. Et de ces relations, de cette population tellement particulière. C'est vrai, quand on parle de notre Algérie à nous, c'est pour évoquer cette foultitude, effectivement, de parcours, de provenance qui auraient dû faire un beau pays pour qu'est Ah oui, l'Algérie. exactement, qui Ouais. s'est refermé malheureusement après, Mm. qui est refermé au tourisme, refermé aux idées nouvelles, etc. et tout. Disons, bon, forcément, à cause aussi, mais pas que des islamistes Oui. qui Mm. ont ravagé la pensée voilà, de Mais la l'espoir République. existe, hein, Yvan. Moi, je garde espoir et je pense que tous ces Oui, échanges qu'on a, qu'on nourrit, ces histoires qu'on construit, qu'on transmet, oui, participeront un c'est jour ça. effectivement à... Et qu'on construit même de l'extérieur. C'est ça, et qui participe d'une construction, disons, nouvelle Mm. de l'Algérie. Parce que c'est pas parce qu'on est parti qu'on on n'y pense pas et on pense en bien naturellement. Et ça concourt aussi à la construction dans l'au-delà de cette terre qui est si présente et si chère à notre cœur. Mm. Vous avez peut-être pour conclure, allez, on a évoqué pas mal de souvenirs, d'anecdotes. Est-ce qu'il y a une chanson
que vous entendiez quand vous étiez petit, ou une chanson d'ailleurs plus récente que vous voudriez redonner comme ça pour finir notre interview. La chanson de Slimane Azem, vous savez, L'Algérie, mon beau pays, oui, c'est je ça. t'aimerai jusqu'à ma mort, oui, tout à Je fait. t'aimerai jusqu'à. Ah, Ah, génial. c'est une voix, disons, pas assurée, pas forcément assurée, chevrotante à certains aspects, et en même temps si présente et si douloureuse à nos cœurs meurtris. Oui, C'est ça, et qui nous font tellement, tellement de bien, tellement de bien. oui. On aura forcément évidemment une pensée à Slimane Azem, chanteur de l'exil, dont on célébrera le 40e anniversaire de la disparition en janvier 2023. Il me semble, et je voudrais en être sûr, de l'avoir vu chanter à Port-Guédon. Merci infiniment. Merci du fond du cœur, Yvan, de ce témoignage sincère et poignant de votre Algérie à vous, de votre Kabylie à vous. Euh, En l'évoquant, j'ai la chair de poule, mais merci d'avoir accepté de m'avoir accordé votre confiance pour parler de quelque chose qui nous est cher. Et vous êtes une amie pour moi maintenant. Merci. Yeah.